Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Régis Le Sommier, qui est directeur de la rédaction chez Omerta. Oui, bonjour Florian. Bonjour Régis, nous sommes ravis de vous recevoir. Ça faisait quelques temps que vous n'étiez pas venu sur cette chaîne. Pour le précédent livre. Voilà, c'était déjà pour un précédent livre qui est celui-ci. Voilà, je vous le présente tout de suite parce qu'on va en parler. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Donc l'autre ou l'Occident, je ne sais pas si on aura une réponse précise aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous recommande ce livre. On va bien sûr le décortiquer et en parler ensemble. Il y aura un lien sous la vidéo en description pour l'acheter directement. Et c'est un livre qui mêle à la fois réflexion sur la problématique du livre, bien évidemment, on va y revenir, qui fait le portrait de différents personnages très connus du monde entier, qui sont souvent controversés, voire tous d'ailleurs dans le livre évidemment, mais qui en même temps mêlent tout ça à des témoignages de votre profession, c'est-à-dire que vous êtes un journaliste qui est sur le terrain, et notamment sur les théâtres de guerre. Oui, tout à fait. C'est un livre qui, à la base, provient d'une réflexion que j'ai faite en fait à l'étranger sur justement l'image de la France. Quand je dis qui est le diable, l'autre ou l'Occident, je me pose la question de ce que j'ai noté. Ça fait 30 ans que je fais du reportage. J'étais habitué à parcourir beaucoup de pays dans lesquels la relation entre leur relation à nous était souvent très ambiguë, une certaine fascination toujours, et puis une sorte d'amour-haine également, avec une envie aussi de nous ressembler, et puis une envie de nous détester aussi. Enfin bref, un sentiment très complexe lié souvent à l'histoire, lié à la décolonisation, lié, on va dire, à d'autres événements, à diverses interventions occidentales dont je parle dans ce livre, que ce soit en Irak, en Libye, on va y revenir. La Syrie, on va y revenir. Mais si vous voulez, qui comportait, on va dire, toujours l'idée que l'Occident avait toujours le lead. C'est-à-dire que l'Occident imposait toujours, d'une façon ou d'une autre, sans être nécessairement la puissance dominante dans le pays en question, mais imprimait toujours sa marque. Et ce que j'ai constaté, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, et j'ai voulu comprendre pourquoi, dans ces mêmes pays que j'ai parcourus, eh bien, j'ai noté une sorte de désintérêt manifeste de la part des élites, mais aussi de la part du peuple, un ressentiment énorme, voire une haine qui s'est installée. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce concept de diable qui est assez efficace justement pour expliquer ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Alors ce qui est très bien, c'est que le livre, il est fondé sur du terrain. C'est pas qu'une réflexion en chambre ou en plateau. C'est pas, voilà, parce qu'on a l'habitude des journalistes ou des généraux de plateau qui nous c'est expliquent des la exemples vie. concrets, voilà, bien sûr. Dedans, non mais vraiment, y compris avec des soldats sur le terrain, à un moment où vous êtes pourchassé par des drones kamikazes, enfin, on est vraiment sur du sérieux. Alors, page 20, je lis 2-3 lignes parce que ça résume la thèse, en tout cas la problématique du livre. Ce livre est un plaidoyer pour le journalisme, une dénonciation de la communication de guerre qui le remplace trop souvent, sans que le public en soit toujours conscient, une ode à la compréhension multiple et au retour du droit international qui doit rester notre unique boussole, un antidote au manichéisme, ce que vous disiez, un appel à une vision complète de l'humain qui inclut évidemment le mal. Et c'est vrai que quand vous visitez différentes figures, on se rend compte qu'en fait, ce qui nous est présenté comme le diable, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Bon, je vais partir d'un exemple de l'actualité très simple, peut-être de l'autre côté, un peu dans l'autre sens. Après, on reviendra sur des exemples du livre. Mais là, l'actualité brûlante, par exemple, l'Agence internationale des États-Unis pour l'humanitaire, USAID. Trump vient d'annoncer sa fermeture. C'est un truc qui existe depuis plus de 60 ans. Et ça nous a toujours été présenté comme vraiment l'humanitaire, les sacs de riz siglés USAID. C'est une agence qui a des dizaines de milliards de dollars de budget annuel. Et en réalité, tous les documents que l'équipe Trump-Musk sont en train de faire sortir sont édifiants. Où on se rend compte que, mais même la page Wikipédia en fait expliquait déjà des gros problèmes d'intervention, d'ingérence, de participation à des coups d'État. De participation au lobbying de l'industrie agroalimentaire en Afrique, tout ça. Aux révolutions de couleurs. Aux révolutions de couleurs. Et depuis cette page Wikipédia qui date, mais qui était déjà plus controversée que l'image générale,
On a appris plein de choses, ça finançait en fait plein de médias aussi, plein de journalistes, la BBC, Politico. J'ai lu 9 médias sur 10 en Ukraine. 9 sur 10 en Ukraine, ça finançait, c'était très, très favorable à Euromaïdan en Ukraine, des choses comme ça. Et donc en fait, là on est en train de passer de l'image du bien à l'image du diable. Alors est-ce qu'on n'est pas typiquement là dans un exemple de retournement dans l'autre sens qui montre qu'on a changé d'époque ? Oui, qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Trump est on va dire au sens photographique du terme, le produit qu'on appelle un révélateur, qu'on met quand il y avait de l'argentique, vous savez, et tout à coup la photo apparaissait. C'est un petit peu ça. Trump qui lui-même, au départ, n'était pas un diable, était un milliardaire parmi d'autres, qui d'ailleurs, je l'explique, avait financé la campagne de celle qui sera sa grande rivale, Hillary Clinton, quand elle a voulu devenir sénatrice, avait recueilli ce brave Bill Clinton, dont plus personne, pestiféré total après l'affaire Monica Lewinsky tout ce qui s'est passé autour, plus personne ne le voulait. Plus personne, Bill Clinton n'arrivait pas à trouver un terrain de golf, qui est sa passion comme Trump. Et Trump, à l'époque, lui a dit, viens dans mon golf, je t'offre un casier, tu pourras... Plus personne, voilà, on oublie ça. Et donc, c'était des très grands amis. D'ailleurs, il y a une photo qui est restée assez célèbre, le troisième mariage de Donald Trump avec Melania, où les deux Clinton sont là et ils rigolent entre eux, etc. Donc, entre New-Yorkais, on s'entend bien, et voilà. Donc, Trump, à l'époque, n'était pas du tout un diable, n'était pas du tout l'incarnation du mal. Il a commencé à devenir l'incarnation du mal, d'ailleurs, peut-être même pas pendant sa campagne, puisque les médias à l'époque, les fameux médias subventionnés, ou les médias, en tout cas, qui font toujours, qui sponsorisent toujours la candidate désignée, enfin la candidate du système, qui à l'époque était Hillary Clinton. Et on avait, parce que moi je l'ai suivi cette campagne, on n'avait même pas imaginé que Trump puisse être élu. Quand il est arrivé... En 2016. En 2016, lui-même a été surpris. Je me souviens d'un commentaire que m'avait fait une personne de l'équipe de Trump qui m'avait dit « on a construit l'avion alors qu'on était en l'air. On a décollé déjà et puis après on s'est dit il faut construire ». Donc c'est ce que Trump a fait. Mais au premier jour de son investiture, tout le monde lui est tombé dessus, direct. C'était le candidat qui n'aurait pas dû être là, qui n'aurait pas dû être président. Il a voulu jouer le jeu et après il a compris. Et je pense que cette fois-ci, il a réellement compris. Je mets d'ailleurs en exergue de ce livre une phrase intéressante, une réponse qu'il a donnée à une question de Tucker Carlson quelques jours avant sa réélection, donc en novembre dernier. Il parle justement des efforts et de l'argent investi dans les conflits à l'étranger. Et il dit « Nous avons dépensé 9 trillions de dollars, c'est-à-dire 9 000 milliards de dollars, à bombarder comme des malades », c'est ce que j'ai traduit, en fait c'est « bomb the hell out of the Middle East », donc du Moyen-Orient, à bombarder comme des malades le Moyen-Orient. Nous avons semé la mort, y compris celle des nôtres. Et qu'est-ce que ça nous a rapporté? Rien. Donc ça, c'est un constat qui est profond. Ça veut dire qu'il remet en cause l'Irak. Ça veut dire qu'il remet en cause presque l'Afghanistan. Même si l'Afghanistan peut se comprendre comme une guerre de nécessité, au sens qu'il fallait éradiquer Ben Laden. Et d'ailleurs, elle avait été menée par des forces spéciales au début. La guerre d'Afghanistan n'avait pas du tout provoqué une guerre civile en Afghanistan comme ça va être le cas au début. On l'a oublié. Quand les forces américaines et la coalition est intervenue, d'ailleurs une coalition très large, à la différence de l'Irak, qui était the coalition of the willing, c'est-à-dire ceux qui étaient les volontaires, parce qu'il n'y avait pas de mandat de l'ONU, il n'y avait rien du tout. Pour ce qui était de l'Afghanistan, c'était bien différent. Il s'agissait en effet de chasser ceux qui avaient fait le 11 septembre. L'Iran même avait proposé à la coalition d'offrir ses bases pour éradiquer Al-Qaïda à l'époque. Donc on a oublié tout ça. Mais pour reprendre, pour revenir à Trump, la figure de Trump, en fait, va se construire dans ce premier mandat avec une fin chaotique. Souvenez-vous de l'affaire George Floyd, le 6 janvier, l'attaque du Capitole. Ils ont voulu le destituer. Vraiment, il y a eu tout, par tous les moyens, il fallait l'abattre. Et là, cette fois-ci, il a compris. Il a compris justement que pour changer finalement le logiciel et, je dirais, imposer sa marque et son programme, il fallait qu'il y aille, je dirais, à coup de décret, mais plus que ça.
il fallait qu'ils détruisent l'édifice. Et pour revenir à votre question sur l'USAID, c'était peut-être là que se trouvait. Vous savez, vous et moi, on évolue dans une sphère où on est extrêmement critique vis-à-vis des pouvoirs. On s'interroge toujours sur qui décide. Alors un peu facilement, on dit ah oui, c'est Soros ou c'est des personnages, Bill Gates, etc. En réalité, ce qui est très intéressant dans ce qui est en train de se passer avec USAID, c'est qu'on découvre en fait qu'il existe aux États-Unis des officines qui sont là depuis très longtemps, sur lesquelles les sénateurs et les congressmen aux États-Unis n'ont aucune prise. C'est-à-dire que la politique étrangère des États-Unis est un domaine réservé, mais même pas au président, non. Parce que c'est même pas Biden en réalité. On va dire peut-être Anthony Blinken qui a gouverné, on va le dire, pendant ces 4 ans, je le crois, parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Ukraine, on connaît l'affaire Boris Johnson qui rend caduc un projet d'accord entre Avril les Russes. 2022, oui. Voilà. Mais en novembre 2022, ce que le New York Times nous a appris récemment, Anthony Blinken s'est affronté avec le Pentagone, avec Mark Milley, chef d'état-major des armées, qui parlait de négociations. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait tellement attention, mais le chef d'état-major de l'armée américaine qui parle de négociations, qui ose le mot paix, qui dit que la Crimée, c'est pas la peine d'y compter, l'Ukraine la récupérera jamais. Et vous avez dans le même temps le chef de la diplomatie, qui est censé, lui, apporter la paix, etc., qui dit on va livrer des armes, on va refaire un package, 30 milliards de dollars, etc., etc., et qui, on le sait maintenant depuis avec le New York Times, s'est affronté avec le Pentagone en disant non, il est hors de question d'arrêter la guerre à ce stade, il faut continuer. 500 000 morts après, côté ukrainien ou côté russe, ou peut-être 1 million globalement, on ne sait pas vraiment l'État, mais en tout cas un pays ravagé qui est l'Ukraine, une Russie qui s'en sort mieux et qui est effectivement plus vaillante sur le front en ce moment, mais si vous voulez une catastrophe absolue, sur laquelle Trump a dit c'est une boucherie, il faut arrêter ça. Voilà, donc on se rend compte que des officines, donc comme l'USAID, ont promu cette guerre, ont assisté financièrement ces médias ukrainiens, donc il y avait bien une intention derrière. Ils ont participé aux résolutions orange de couleur. Dans les documents qu'on voit, oui. Et on a revu d'ailleurs récemment des vidéos de John McCain en train de filmer la foule à Maïdan avec Victoria Nuland à côté. Vous vous rendez compte, c'est quand même un sénateur qui vient cautionner un coup d'État à l'étranger. Donc ça, c'est un sénateur. Mais parmi les personnalités élues par les Américains, aucune n'a de prise sur ces officines. La personnalité de Samantha Powers est très intéressante, celle qui dirigeait USAID et qui vient aujourd'hui pleurer, parce qu'il a un visage assez d'Irlandaise, qui a réchappé à la grande famine, quoi. Et donc une sorte de Mater Dolorosa, qui est très habitué à ça, qui a eu un long travail à l'ONU pendant, voilà, qui fait partie des gens qui ont utilisé un peu, c'est l'école Kouchner, vous savez, c'est le droit d'ingérence par-dessus tout, indépendamment du droit international, c'est-à-dire ce que dit Pierre Conessa dans son livre sur le complexe militaro-intellectuel, c'est ces gens-là disent on ne peut pas ne pas. Donc on ne peut pas ne pas, il faut intervenir. Donc on intervient, voilà. Et là aussi, il y a une forme de perversion qui se fait, et on le voit avec ça. Il existe aussi, il n'y a pas que l'USAID, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, des officines comme le National Endowment for Democracy, le Hudson Institute, qui sont entre le groupe de pression, on va dire, international et le think tank de réflexion politique, mais qui promeuvent et participe justement de cette action à l'international des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas la définition de ce que Trump appelle le deep state, l'État profond? Tout à fait. Je pense que Macron d'ailleurs parle. Il en a parlé une fois, oui. Oui, mais donc voilà, on pense qu'on peut parler de voilà, moi j'en parle souvent. Et là, bon, on sent bien qu'au niveau de une réalité, deep state, voilà. On parlait tout à l'heure de Soros et Bill Gates. Oui. Il se trouve que USAID aussi finançait aussi. Oui. Et puis, ça fait partie des documents qui sont sortis. Ça finançait aussi l'Open Society et la fondation. Tout à fait. Et surtout, ça
ça finançait tout ça est lié quand même. La production d'une série Sesame Street en Irak, les transgenres au Guatemala, enfin, des choses absolument, mais pas à coup de millions de dollars. Et tout ça n'est pas anodin. Oui, c'est pas anodin. Alors, on a dit aussi qu'ils avaient payé Angelina Jolie, Ben Stiller. Ça, c'est plus controversé. Je ne sais pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, la panoplie était... Voilà. Quelques tout petits rappels avant de reprendre notre entretien dans un instant avec Régis Le Sommier. Les Patriotes organisent le samedi 22 février une grande manif nationale pour le Frexit. Ce sera une démonstration de force en cette année 2025, qui est une année époustouflante, de grands changements. La France doit mener le changement. Et le changement ne se mènera pas tout seul. Nos chaînes ne se briseront pas toutes seules. Nous devons les briser. Et le combat pour sortir de l'Union européenne, il est primordial, premier. Cette manifestation, c'est samedi 22 février, rendez-vous Paris 14h, place du Palais Royal pour un cortège national. Venez très nombreux, contactez vos référents départementaux, organisez-vous en covoiturage entre vous. Il y aura un monde fou et des intervenants de très haute qualité. Vous avez noté dans vos agendas. Merci de peut-être prendre la petite seconde pour cliquer sur s'abonner à la chaîne maintenant, pour que les vidéos comme cet entretien et les autres circulent mieux. Si vous êtes abonné à la chaîne, eh ben c'est le cas, l'algorithme fonctionne mieux, tourne mieux et elles sont davantage recommandées. Merci à vous d'y penser. Je vous attends, patriotes. Vous savez, c'est peut-être le moment de faire pause et de se dire j'ai envie d'adhérer au mouvement. Ça y est, je me lance dans le plus grand mouvement souverainiste de résistance de France qui s'appelle les Patriotes. Et j'aurai l'honneur de vous y trouver si vous devenez adhérent, ou de vous y retrouver si vous réadhérez, ou de vous dire un grand merci, un grand bravo si vous faites un don au mouvement pour nous permettre de faire nos actions, parce que je rappelle qu'on n'a pas un centime de financement public. Pas un. Ni d'aide des banques. Que tout ça, adhérer et faire un don au mouvement, c'est défiscaliser aux 2/3 de vos impôts. C'est peut-être le moment d'en profiter. Et de rejoindre un très grand combat concret en cette année 2025 très importante, dans le rassemblement et en défendant la France, notre humanité, des très très belles valeurs de liberté, de souveraineté, de paix notamment. Et de vérité, vous le voyez dans cet entretien. Alors comment on fait pour adhérer et adhérer dès maintenant? Il y a le premier lien sous la vidéo en description. Et ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Et vous pouvez faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Je rappelle que tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser massivement vos impôts. Profitez-en. Bienvenue en tout cas aux adhérents, bravo aux réadhérents et aux donateurs au mouvement. Allez, on reprend l'entretien. Et donc si on veut vous comprendre où sont les sources justement de cet interventionnisme américain, l'appui, on va dire l'outil principal des néoconservateurs, on l'a là et on est en train de découvrir tout ça avec Trump et Elon Musk. Comme Trump a été, vous le rappeliez, c'est bien expliqué dans le livre, vous expliquez à quel point Trump a été, on le voit, on l'a tous vu, extrêmement ensuite démonisé, diabolisé. Est-ce qu'il ne veut pas renverser la table en quelque sorte et s'affranchir, voilà, on lui dit, il s'affranchit des visions traditionnelles. Ceux qui lui sont désignés comme le diable, il va au contraire aller leur parler, essayer de voir si c'est pas plus compliqué. Par exemple, il avait dit dans une interview récente, vous savez, Zelensky, c'est pas un ange, comme ça qu'il a. Il a aussi voulu entretenir la guerre. Il lui dit, je vais parler avec Poutine. Bien sûr. Et dans son plan de paix, qui sera totalement révélé à la conférence de sécurité de Munich, a priori, là, du 14 au 16 février, eh bien, on voit bien qu'il s'affranchit de cette interdiction morale qu'il y aurait à parler avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Là, ce qu'il fait sur USAID, il casse vraiment un tabou, c'est-à-dire ce qui est considéré comme le bien absolu. Finalement, il explique qu'il y a beaucoup de mal derrière et de manipulation. Est-ce que c'est pas, puisque c'est quand même la première puissance mondiale, les États-Unis, une révolution qu'on est en train de voir qui explique votre livre, c'est-à-dire que ce monde-là est fini, ce monde où on pourrait nous vendre dans les médias, même s'ils essaient encore, les méchants et les gentils, est-ce que c'est pas en train de finir sous le coup de Trump et sous le coup des réseaux sociaux? Parce que je vais vous lire un moment, vous parlez des narratifs qui se mettent en place, c'est très important, par les médias. Page 12, les premiers signes de basculement apparaissent en général dans la presse ou à la télé. En fonction de l'inflexion voulue, le vocabulaire utilisé par les commentateurs change. Pour le leader concerné, s'opère alors un glissement sémantique inquiétant. Son gouvernement est soudain qualifié de régime, c'est vrai, ou de mafia, lui-même de tyran ou de dictateur. Si, par exemple, c'est vrai qu'on parle souvent on le voit bien avec
c'est devenu le régime de Bachar el-Assad. Le régime Maduro, voilà, c'est vrai tout ça. Celui de Saddam Hussein. Voilà. Si manifestations contre lui il y a, elles sont le fait de combattants de la liberté. On l'a vu en Géorgie encore récemment, ou même en Slovaquie actuellement. Si celle-ci est en sa faveur, ce sera une foule haineuse, des hordes ou des bandes armées. Les partisans, eux, sont désignés comme des milices. Bon, tout ça, on l'a tous. On parlera de changement de régime pour que le bien triomphe comme un bon scénario hollywoodien. Mais ça, c'est le monde de la télévision et de la radio. Mais aujourd'hui, je reparle de Trump parce que c'est important, mais avec les réseaux sociaux, est-ce que ces narratifs sont encore possibles ? Et paradoxalement, vous expliquez un moment dans le livre, je n'ai jamais vu autant de propagande que sur l'Ukraine, puisque vous expliquez, il me semblait bien quand même que sur l'Irak et la Syrie, on entendait encore des voix dissonantes. C'est fini sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, c'est phénoménal. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que c'est un moment où on pourrait au contraire se dire, mais les réseaux sociaux ont pris une telle importance et les médias indépendants, qu'on pourrait au contraire entendre plus de voix dissonantes, et on en entend moins. Ou est-ce que justement, c'est parce qu'il y a ces réseaux sociaux que les médias se cadenassent encore plus sur leur folie et leur propagande en fait. Je pense qu'il y a un effet rouleau compresseur sur l'Ukraine en termes de communication. C'est pour ça que vous avez évoqué la question de la communication de guerre qui remplace le journalisme. On a totalement vécu ça. Quand je dis, oui, j'ai vécu la crise syrienne et j'ai allé beaucoup de fois en Syrie, il y avait toujours en Syrie un vieux reporter, en général britannique, à qui on ne la fait pas, un Robert Fisk, un Robert Cockburn, des gens de The Independent en général, qui venaient et qui expliquaient que ce n'était pas tout à fait ce qu'on nous disait ailleurs. Et comme ils avaient de l'expérience, on les écoutait, on disait « oui, mais tu sais, lui c'est un vieux grincheux, il est tendancieux », mais il existait. Il n'existait plus en Ukraine. Il n'y avait plus ces cas-là. Je ne vais pas les citer, mais j'ai vu des vétérans du photojournalisme partir en Ukraine. On sentait bien qu'ils étaient très contents de pouvoir faire une dernière guerre et qu'il n'allait surtout pas remettre en cause la narration. Je veux dire des choses toutes simples. Et pourquoi ça parce que c'est une question de mort sociale. C'est-à-dire si vous dites au début de la guerre, ça s'est aggravé. Mais non, je pense qu'avec l'Ukraine, au contraire, et c'était le cas avec la Libye, ce fut le cas avec la Syrie, ce fut le cas avec l'Irak. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque début de conflit, s'impose une narration dictée par un pouvoir particulier contre laquelle on ne peut pas lutter, et surtout dans la sphère médiatique. Enfin, on ne peut pas lutter. C'est-à-dire, certains luttent, mais là, avec l'Ukraine, ça a pris un ascendant, mais très, 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 très fort. Je reprends l'exemple de la guerre en Irak, puisque je l'ai couvert moi-même, et j'étais à Paris Match quand elle s'est déclenchée. Dans la phase des 5 mois, en gros, de novembre 2022 jusqu'à mars 2022, et jusqu'à 2003, jusqu'à mars 2003, déclenchement de la guerre, vous aviez en France un certain nombre, une liste de gens d'ailleurs assez étonnante, qui étaient pour la guerre, pas forcément des types pro-américains, machin, mais qui considéraient que Saddam Hussein était devenu le mal absolu. Et moi-même, ayant étudié un peu cette région à l'époque, n'étant pas, j'étais jeune, j'y étais pas encore allé, je rêvais d'aller, mais les grands reporters de Paris Match m'en avaient appris des choses, et je lisais beaucoup de choses, mais j'étais extrêmement surpris que, même en ayant au gouvernement deux personnages que sont Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui ont porté très haut les couleurs de la diplomatie française, qui ont fait un acte de bravoure en s'opposant aux Américains sur cette guerre, eh bien en dépit de cela, la plupart des rédacteurs en chef que j'avais à Paris Match et la direction étaient favorables à l'intervention des Américains en Irak, que moi je trouvais dès le début absolument stupide, non nécessaire, absolument infondé. Fondé sur un mensonge. Bien sûr, et c'est ça. La petite fiole, là. C'est là, la petite fiole, mais il n'y a pas que la petite fiole, souvenez-vous. La personnalité de Abou Moussa al-Zarqawi, qui deviendra après le terroriste numéro 1 en Irak, responsable d'attentats avec de multiples car-bombes et des carnages à chaque fois avec des centaines de morts. Ce personnage-là a été désigné comme terroriste par Colin Powell lors de cette même intervention, expliquant le lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda.
il y avait aussi un émissaire de Saddam qui aurait rencontré Mohamed Atta, chef des terroristes du 11 septembre à Vienne. Donc toutes ces preuves fabriquées qui se sont révélées complètement fausses. Zarqawi était bien présent sur le territoire irakien, mais au Kurdistan, au cœur du Kurdistan, où avec 500 types, il faisait régner la terreur sur une pauvre population complètement soumise à ses désirs. Et donc on a voulu faire en sorte que Ben Laden, qui détestait Saddam Hussein, qui l'a traité plusieurs fois de communiste, et Saddam Hussein n'a jamais donné dans le takfirisme, c'est-à-dire le radicalisme religieux à ce point, même si Saddam Hussein était beaucoup plus religieux que on dit le bassiste, tout ça, mais il a quand même fait une campagne. Ben Laden, Saddam Hussein, tout ça, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Et donc, mais il fallait, pour vendre aux Américains, cette guerre qui n'était pas une guerre de nécessité, mais qui était une guerre de choix. Et là, nous avons donné, mais à fond là-dedans. Et sur l'Ukraine, souvenez-vous, Florian, avant que Angela Merkel nous explique que, bon, on a signé Minsk pour permettre à l'armée ukrainienne de se renforcer et que c'était l'objectif, était de gagner du temps, ce qui a été d'ailleurs, je crois, à peu près cautionné par François Hollande. Totalement, oui. Donc, deux personnages quand même qui ont décrédibilisé en une phrase le rôle de leurs pays respectifs dans un accord d'importance internationale quand même. Faut quand même le préciser. Mais ça, on ne pouvait pas le dire au début. Vous savez, on ne pouvait pas le dire. On ne pouvait pas parler. On dit, ah oui, quand tu disais, oui, mais la guerre, elle a commencé en 202014. Ah non, 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 t'es un pro-russe. Voilà. Enfin, on le disait quand même, mais oui, c'est moins audible que maintenant. C'était pas possible. Oui. Les plateaux télé, c'était des véritables... Je me souviens très bien. Je me souviens en particulier d'une émission que j'avais faite. Éric Nolot a beaucoup évolué depuis, mais à l'époque, il avait un petit côté inquisiteur. Et il était à côté de Raphaël Enthoven. Je me trouvais dans un débat avec Henri Guénaud. Henri Guénaud qui avait simplement eu le malheur de publier en mai 2022, au début de la guerre, une tribune dans le Figaro en disant « Mais attendez, là, on parle de surenchère, on arrive dans un engrenage, ça s'appelait « Nous marchons à la guerre comme des somnambule ». Et il reprenait d'ailleurs les propos d'un historien australien qui analysait de cette façon le déclenchement de la guerre 14-18. Et le propos de Nolot était de dire « Mais attendez, Poutine est l'agresseur, mais si... personne ne parle de paix, et si on continue à chaque fois à remettre une pièce dans le jukebox et à redonner des armes, etc., on va arriver à une nouvelle guerre mondiale, avec 20 millions de morts. C'est Guénaud. Ouais. Mais Guénaud et moi étions, c'était sur une chaîne de service public, depuis j'ai pas beaucoup eu le loisir, j'ai pas beaucoup été invité sur ces chaînes-là, mais pourtant c'est mon argent qui les paye, et le vôtre aussi. Oui, moi j'ai pas non plus été beaucoup invité. Voilà, et donc je trouvais ça absolument incroyable, c'était un tribunal presque. C'était, voilà, on avait deux... Oui, mais comment... En fait, oui, on était, voilà... Justement, parce qu'à un moment... On était le diable. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est pile au moment... Pourquoi, moi ce que je cherche à savoir, c'est pourquoi ces médias se sont plus fermés sur un narratif officiel qui diabolise qu'avant, d'après ce qu'on dit, par rapport à d'autres périodes. Est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu leur monopole avec les réseaux sociaux et les médias indépendants? Est-ce que c'est parce qu'ils savent que le monde est en train complètement de changer? Plus dans les années 90, les États-Unis, on voit, ont changé complètement. Il y a l'émergence des BRICS, la prédominance diplomatique. D'où l'émergence de Trump. Pour moi, c'est la même dynamique. Trump, c'est le retour on avait titré d'ailleurs, c'est pour ça. Est-ce que ces médias, ils agissent un peu comme dans le bunker, quoi? C'est-à-dire, ils sont tellement acculés qu'ils sont obligés d'en faire des tonnes et devenir ridicules. Oui, c'est déjà des démonstrations. Hein. Vous avez allumé, vous regardez Quotidien tous les soirs, vous avez une belle échantillon de bons sentiments, ça dégouline de moraline, comme on peut l'appellerait. LCI sur l'Ukraine, c'est délirant. C'est délirant. Alors là, c'est un peu quand même le retour de bâton ou la douche froide, parce que quand même, certains, Dariush Rojban, on sent bien, David Pujadas, sans doute, anticipant ce qui va se passer, commencent à poser des questions à leurs Ukrainiennes préférées, en l'occurrence à la Poédie, en lui disant « Mais vous avez dit qu'on ne négocierait jamais avec Poutine. » Vous êtes sûr de ce que vous dites. Pourtant, votre président Zelensky vient de dire qu'il allait négocier avec Poutine. Voilà, malaise sur le plateau, et à plein de niveaux. On voit le général Yakovlev qui nous a expliqué que les Russes allaient nous envahir, mais qu'en même temps ils étaient nuls à longueur de temps. Et là maintenant, il nous explique que c'est les Américains le danger. Ouais. Donc on se demande... Et depuis 25 ans. Voilà, et on voit Jean-Noël Barrot au niveau de l'exécutif, parce que c'est le même conflit.
entre Benjamin Haddad, deux atlantistes notoires, et Jean-Noël Barrot. Il y en a un qui parle d'envoyer des troupes au Groenland, et l'autre qui suivait Macron disait mais en fait, on ne devait pas envoyer des troupes à Odessa. En fait, on ne sait plus trop où il faut envoyer des troupes. Enfin, on imagine quand même mal nos soldats français. Contre la Russie et les États-Unis en même temps. Non, mais surtout nos soldats français sur la calotte glaciaire face à face aux GIs de Donald Trump. Non, il faut être sérieux quand même.